Et je cède la parole à Madame la députée de Joliette et porte-parole de l'opposition officielle en matière de justice. Madame la députée. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je viens de noter avec les premières interventions des collègues d'en face qu'ils n'ont pas dit un mot sur le contenu de leur loi spéciale. Ils continuent, évidemment, leur pièce de théâtre. Ils commencent à se croire sérieusement dans le film qu'ils ont eux-mêmes scénarisé. Mais malheureusement, les Québécois ne sont pas dupes. Ils sont outrés de voir ce qui se passe depuis des semaines et ils sont complètement, et je pense que le mot n'est pas trop fort, bouleversés de voir ce qui est déposé ce soir devant nous, devant les élus qui démocratiquement devront les représenter. Pas un mot, donc, sur cette loi. Pourquoi? Parce qu'elle est odieuse, elle est ignoble, elle est profondément inacceptable, injuste. Elle remet en cause des principes fondamentaux en démocratie. Elle remet en cause des valeurs fondamentales. Elle remet en cause rien de moins que la liberté d'expression. Il y a dans ce projet de loi une atteinte grave à la liberté d'expression et à la liberté d'association. Et on se demande ce que ce gouvernement pense des droits collectifs. Cette liberté d'association, cette réalité des associations étudiantes, elle est en train de complètement foutre le camp avec ce projet de loi. Bien sincèrement, je ne comprends pas qu'un gouvernement ait pu laisser une telle loi être déposée. Il y a sans doute des gens dans ce gouvernement-là qui ont décidé que c'était la loi et l'ordre. Mais il devrait y en avoir dans ce gouvernement-là qui veulent préserver la paix sociale, qui croient encore à nos principes fondamentaux en démocratie, qui croient encore en nos libertés, qui croient encore dans les droits individuels, mais dans les droits collectifs aussi. Je me demande comment, notamment, un ministre de la Justice a pu laisser passer une telle chose. Je me demande comment ils ont fait pour convaincre un légiste de rédiger une telle chose. Je peux avoir l'air très alarmiste, Madame la Présidente. Vous savez, je crois que ce n'est pas mon genre, mais ce qu'on voit ce soir est très grave. Si vous permettez, puisque le gouvernement, lui, ne semble pas particulièrement fier de cette loi parce qu'il n'y a pas eu un mot sur cette loi, j'aimerais relater certains éléments tout à fait inacceptables de cette loi. Article 3, Madame la Présidente. Tout établissement, ses dirigeants et ses représentants doivent prendre les moyens appropriés pour que soient dispensés ou continuent de l'être les services d'enseignement à l'ensemble des étudiants qui y ont droit. C'est quoi ça, tous les moyens appropriés? Et pourquoi, encore une fois, le gouvernement se réfugie vers d'autres acteurs? Qui va porter l'odieux de tous les moyens appropriés? Pas lui. Mais non, ça va être les établissements, ça va être les directions d'établissement. Geste très, très courageux. Article 9, Madame la Présidente. Celui-là, il est particulièrement costaud et, à ma connaissance, il n'y a pas de précédent. Qu'est-ce qui se passe à l'article 9? Tout simplement, une abolition du principe de la séparation entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Rien de moins. Pourquoi? En vertu de l'article 9, et c'est écrit noir sur blanc, là, c'est pas une interprétation, c'est pas quelque chose qui me sort de la tête en ayant conjugué 3-4 interprétations. Je vous lis. Le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport peut prendre toutes les mesures nécessaires, notamment prévoir les dispositions législatives. Qui, d'habitude, adopte des dispositions législatives? Je croyais que c'était l'Assemblée nationale, que c'était les députés. Alors, il va falloir qu'on m'explique celle-là, qui ne s'applique pas. Donc, il va décider dans une loi, voici, nous avons une loi, et je décide que tel article ne s'appliqueront plus désormais du haut de mon poste de ministre de l'Éducation. Alors, c'est vraiment une atteinte profonde au principe de la séparation des pouvoirs. Vous savez, on se bat en commission parlementaire quand les pouvoirs réglementaires sont trop étendus pour dire qu'il faut que les règlements passent devant le pouvoir législatif parce qu'on ne peut pas donner un chèque en blanc au pouvoir exécutif. Imaginez le chèque en blanc
que le gouvernement se donne le pouvoir tout à fait démesuré en démocratie qu'est en train de se donner la ministre de l'Éducation. Et ça va plus loin. Elle peut prévoir toute autre adaptation nécessaire aux dispositions de la présente loi. Ça veut dire quoi? Elle peut négocier avec les directions d'établissement. Alors, nous avons cette loi-ci que nous avons passée dans la gorge et maintenant, nous allons voir avec vous quelles adaptations nous pourrions faire, ce qui pourrait vous convenir. Donc, oui, effectivement, en théorie, il y a un pouvoir législatif, mais nous avons décidé que ce sera un peu encombrant. Donc, nous allons discuter avec vous. Bien sincèrement, j'ai hâte de voir quels appuis le gouvernement va pouvoir avoir avec ce libellé-là, qui, je le répète, est pour moi sans précédent. Article 10. Un salarié doit, donc on vient prévoir tout le régime pour les salariés, se présenter au travail à son horaire habituel. Bon, il va devoir y aller, qu'importe les circonstances, il va devoir se présenter. Donc, même pour des raisons de sécurité, il est tenu, sous peine d'amende, d'être présent au travail tous les jours de telle heure à telle heure et au diable la sécurité. Article 13. Alors, à l'article 13, voyez-vous, on vient prévoir que nul ne peut, par un acte ou une omission, celui-là aussi, il est particulièrement quelque chose, entraver le droit d'un étudiant de recevoir l'enseignement dispensé par l'établissement d'enseignement qu'il fréquente, faire obstacle ou nuire à la reprise ou au maintien des services d'enseignement d'un établissement ou à l'exécution par les salariés de leurs prestations de travail, ni contribuer directement ou indirectement à ralentir, altérer ou retarder la reprise ou le maintien de ces services ou l'exécution de cette prestation. Alors, je discutais avec mon collègue tout à l'heure et on se disait, mon collègue de Lac-Saint-Jean, on se disait s'il y a une manifestation, je ne sais pas, à 500 mètres, on sait que l'on vient dire qu'il ne peut rien avoir à moins de 50 mètres, donc du périmètre, exemple, de l'établissement. Ça veut dire que vous avez un campus énorme, vous faites tout le tour de votre campus énorme et c'est à 50 mètres plus loin qu'une manifestation. Petite restriction assez significative au droit de manifester et à la liberté d'expression, mais je ne suis même pas là-dessus, là. Là, avec le indirectement, on est en train de dire que si vous faites une manifestation, je ne sais pas, à 500 mètres, à 700 mètres, quelqu'un pourrait venir dire, indirectement, ils ont nui à l'accès aux établissements. Autre belle manière de favoriser la liberté d'expression dans une société libre et démocratique, Madame la Présidente. Article 16. Bien là, article 16, bien là, on déborde complètement. Et d'ailleurs, déjà, des professeurs de droit se sont prononcés. On n'est plus du tout dans le cadre du conflit étudiant. On en profite pour venir restreindre de manière totalement outrancière le droit de manifester en disant qu'une personne, un organisme ou un groupement qui organise une manifestation de 10 personnes ou plus qui se tiendra dans un lieu accessible au public doit 8 heures à l'avance fournir par écrit au corps de police tous les renseignements. Alors, ça veut dire plus aucune manifestation spontanée, mais c'est bien pire que ça. 10, 12, 14 personnes se réunissent spontanément pour faire une manifestation, pour signaler un désaccord, une approbation d'un geste. Et il va falloir que 8 heures d'avance, ils avisent les autorités de leur itinéraire, de comment ils vont se rendre. Écoutez, ça n'a aucun sens. On comprend que le gouvernement est sûrement très inquiet de comment les choses vont se dérouler pendant sa prochaine campagne électorale, mais bien sincèrement, aller jusqu'à quelque chose de cet ordre-là, c'est complètement insensé. Donc, article 16. On continue. Article 18, alinéa 2. S'il constate que l'impossibilité de dispenser les services, donc on parle de l'établissement d'enseignement, est attribuable à un manquement de la part d'une association d'étudiants à une obligation qui lui est imposée par la présente loi, le ministre peut ordonner à l'établissement de cesser, malgré toute disposition contraire, donc c'est pas grave, toutes les autres lois qui pourraient exister, malgré toutes les dispositions contraires, et ça, je veux juste vous dire que ça revient abondamment dans la loi, des malgré toute autre loi. Donc, on en a un exemple ici. Peut donc ordonner à l'établissement de cesser de percevoir la cotisation fixée par cette association d'étudiants ou par toute association d'étudiants qui lui succède
et de lui fournir gratuitement local, mobilier, tableau et présentoir. Alors ça, Madame la Présidente, c'est une attaque frontale à l'endroit du droit d'association, à l'endroit des associations étudiantes, et en plus, c'est de donner ce pouvoir-là de couper les vivres aux associations étudiantes à un pouvoir tout à fait arbitraire. Comment vont-ils juger? On n'est pas face à un arbitre neutre, là. On n'est pas face à une instance qui va venir dire « voici, nous sommes face à la situation décrite ». Mais non, c'est pas du tout comme ça que ça va fonctionner. C'est l'établissement et les responsables qui vont le décider. Je poursuis, article 22. Alors, ce qu'on vient prévoir, c'est qu'une association d'étudiants, une fédération d'associations aussi, dont fait partie cette association, sont solidairement responsables du préjudice causé à un tiers en raison d'une contravention à l'article 13 ou 14 et se rapportant à cet établissement, à moins qu'elle ne démontre que le préjudice n'est pas attribuable à la contravention ou que celle-ci ne fait pas partie d'une action concertée. C'est plus technique ici, mais en droit, c'est fondamental. Responsabilité civile, vous devez prouver 3 choses. La faute, le dommage, le lien entre les deux, le lien de causalité. Ici, il y a un renversement du fardeau de la preuve. On présume que vous êtes fautif, on présume que vous avez causé le préjudice, et donc vous êtes responsable de prouver que ce n'est pas vous, que ce n'est pas vous qui avez causé le tort. On voit ça de manière archi-exceptionnelle pour des fautes lourdes, et là, on est en train de le mettre à toutes les sauces dans la loi qui nous est présentée aujourd'hui. Article 24, une intrusion totale dans le pouvoir judiciaire. Donc, tantôt, on a vu que le pouvoir exécutif avait décidé de se donner le pouvoir législatif, mais là, il s'en vient faire une intrusion dans le pouvoir judiciaire. C'est assez paradoxal au nombre de fois où le gouvernement invoque le principe de l'indépendance judiciaire pour ne même pas dire un mot sur des conflits qui peuvent être naissants. Ben là, il vient complètement rentrer et s'attribuer le pouvoir judiciaire. Il vient redéfinir, malgré le Code de procédure civile, un autre malgré, Madame la Présidente. Là, c'est le Code de procédure civile, l'article 1003 sur les recours collectifs qu'on met de côté. Il devait être, j'imagine, un peu encombrant pour les fins du gouvernement. Donc, on vient redéfinir et on vient dire au gouvernement, on vient dire, c'est-à-dire aux tribunaux, comment ils vont devoir maintenant décider qu'un recours collectif peut avoir lieu, parce que, bien sûr, ils veulent faciliter les recours collectifs dans les circonstances qui les arrangent. Donc, un autre bel exemple de la mise à mal du principe de la séparation des pouvoirs. Et Madame la Présidente, ensuite, on a toute la liste à 25, bien sûr, des amendes exorbitantes, que l'on parle d'une personne, que l'on parle d'un dirigeant, jusqu'à 35 000 $ pour un dirigeant, jusqu'à 125 000 $ pour une association d'étudiants. Écoutez, c'est tout à fait exorbitant. Article 29. Alors, celui-là, je sais que je me répète, Madame la Présidente, mais on va de consternation en consternation. 29, je pense que ça vaut la peine de le lire. Là. Quiconque, par un acte ou une omission, aide ou par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre amène une autre personne à commettre une infraction visée par la présente loi, commet lui-même cette infraction. Alors là, vous vous imaginez, vous avez le parent qui n'a pas dit à son enfant de ne pas aller manifester. Commet-il l'infraction? Vous avez l'étudiant qui a refusé de faire un appel au calme. Commet-il une infraction si son frère, son ami est allé manifester alors qu'il le savait? Écoutez, le carré rouge. Est-ce que le carré rouge est un encouragement? Est-ce qu'on peut se rendre jusque-là? Je vous dis, de la manière que c'est formulé, c'est tellement large, je vous le redis, un encouragement, un conseil, un consentement. Vous dites à votre enfant qui s'en va manifester, d'accord. Alors là, s'il y a un problème, vous allez être autant que votre enfant reconnu responsable pénalement. Écoutez, ça n'a juste aucun sens. Et finalement, l'article 31, une autre intrusion grave dans le pouvoir judiciaire. Ce gouvernement qui est venu nous dire qu'il fallait, à la limite, encourager la judiciarisation,
les injonctions. Le premier ministre le dit lui-même, que c'était la voie à suivre. Eh bien là, c'est assez incroyable comme paradoxe. À l'article 31, il vient décider que les injonctions ne tiennent plus, et de manière rétroactive. Donc, cette fameuse indépendance du pouvoir judiciaire, bien, encore une fois, elle vient d'être totalement écartée parce que le pouvoir exécutif vient dire les injonctions rendues à ce jour, elles sont annulées et je le fais de manière rétroactive. Mais de manière assez formidable, le deuxième alinéa, lui, il vient maintenir les outrages aux tribunaux, les procédures en outrage au tribunal. Alors ça, je pense que c'est la clause Gabriel Nadeau-Dubois pour être certain que la poursuite en outrage au tribunal, elle, va pouvoir être maintenue, parce qu'on sait qu'il y a certains membres du gouvernement qui avaient une certaine obsession pour ce leader étudiant. Donc, Madame la Présidente, c'est un premier tour d'horizon. Vous comprendrez que c'est ce que nous avons noté après une très brève période d'études. Alors, j'ai du mal à m'imaginer à quel point les commentaires vont être difficiles à recevoir pour le gouvernement au cours des prochaines heures et des prochains jours. Et bien sincèrement, je pense que s'il y a des gens dans ce gouvernement qui ont encore un peu d'honneur, qui croient en la démocratie, qui croient dans les valeurs et les principes fondamentaux de notre société, il est encore temps de retirer ce projet de loi. Merci beaucoup.